bienvenue tout le monde. Super présentation à date ce matin. La barre est haute. Donc, ici, on est ici, excusez-moi, pour vous parler de comment construire son provider Terraform, mais ça va être un peu plus large que ça, en fait, là. Ça va être un peu l'explication de notre cheminement chez Coveo à faire du infrastructure as code et pourquoi est-ce qu'on s'est rendu, à vrai dire, là, à faire jusqu'à un provider Terraform custom, en fait, pour Coveo. On trouvait que ça faisait plus de sens à place de juste vous expliquer pourquoi, de vous faire réaliser pourquoi que c'était nécessaire. Donc encore, moi c'est André Thériault, je suis avec Maxime. Bonjour, moi c'est Maxime, je suis développeur full stack-ish chez Coveo depuis à peu près 3 ans. Je dis ish parce que si tu me rentres un Jira dans le backlog pour dire que la scroll bar elle dépasse de 2 pixels, je vais le faire, mais j'aurai pas de fun. Profondément dans mon cœur de dev, moi ce qui me fait vraiment triper, c'est tout ce qui est le bout de l'automatisation. C'est de prendre quelque chose qui est comme chiant à faire, qui est complexe, que le monde, ils vont tout le temps comme à reculons, puis l'encapsuler, puis le mettre dans une espèce de commande qui est facile, qui est rapide, puis que tout le monde peut comprendre. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi ça comme sujet du talk, parce que c'est vraiment comme ce que j'aime faire de mon day-to-day. On a remis le slide marketing, mais je ne pense pas que vous êtes levé un samedi matin pour entendre des buzzwords. Fait que la seule chose que vous avez à comprendre, en gros, c'est que quand le produit que vous fournissez, c'est un platform as a service, votre code, c'est juste 50% de la job. Où est-ce que votre code vit, l'environnement, où est-ce qu'il se situe, comment il est hosté. C'est comme l'autre 50% des fois qu'on voit peut-être un peu moins ou que si vous faites une application qui est installée directement sur le desktop, vous n'avez comme pas conscience de toute la complexité qui vient avec comme ce genre de produit-là. Une espèce de overview super rapide. On est rendu dans plusieurs régions pour diminuer la latence. Coveo, dans le fond, on a des miroirs dans la plateforme qui est dans 4-5 régions dans le monde. On est des très gros utilisateurs de Kubernetes, mais on a aussi des clusters ECS parce qu'on a des composantes qui sont écrites en C#. Fait qu'il fallait qu'on ait quelque chose qui pouvait rouler des machines Windows. On est rendu à plus que 30 microservices. Il y en a 3 nouveaux qui ont été créés juste cette semaine. Fait que c'est quelque chose qui grossit rapidement. Fait qu'il fallait trouver comme une façon de manager ce scope-là, cette complexité-là, qui allait comme faire du sens au long terme. Sauf que si je reviens un peu dans le temps, si je reviens, mettons, là 2 ans, pour vous donner un petit peu comme... Mettons, je fais juste un espèce de use case, là, 2 ans chez Coveo, si je voulais ouvrir le port 443 pour un IP quelconque pour que 2 machines puissent se parler ensemble, le flow, il fallait que j'ouvre un document qui s'appelait un Jira de config. Il fallait que je prenne des screenshots de la console AWS avec exactement ce que je voulais faire, avec les valeurs qu'il fallait mettre à quel endroit, quel bouton il fallait peser. J'avais pas le droit de le faire, j'avais juste accès en read-only, fait que je me faisais toute la job, je faisais des screenshots, je mettais ça dans un document, on envoyait ça sur une pile. Puis à toutes les 6 semaines, il y a 3-4 développeurs qui se mettaient dans une salle le samedi soir à 11 h, qui mettaient la plateforme en mode maintenance. Puis il y avait jusqu'à 7 h du matin pour faire l'ensemble de la pile de ce que les gens y avaient rempli dans les 6 dernières semaines. Fait que si tu avais fait une erreur, si tu avais oublié un bout, si tu avais oublié un screenshot, si tu avais une valeur qui n'était pas correcte, si en faisant un Jira de config, ben, ça brisait le surge de tout le monde, c'était les 4 personnes qui étaient dans la salle, qui étaient là comme des warriors, puis qu'il fallait qu'ils trouvent c'était quoi le problème avant que le jour se lève. C'était pas le fun, mais le fun, il y avait une espèce d'engouement et de sentiment que tu étais vraiment important, mais en même temps, quand tu étais rendu à 6 h du matin et il n'y a rien qui marchait, ben, tu commençais à stresser puis tu commençais à avoir des sueurs froides. Fait que c'était une espèce de... je pense qu'on est mieux aujourd'hui. Je pense que je suis comme content qu'on ait fait le switch relativement agressivement, je dirais, à l'infrastructure as code puis à tout ce qui est les principes DevOps. Dans le fond, on est juste arrivé un matin, puis Marc Sanfasson, le cofondateur, il a juste décidé il n'y a plus rien qui se fait de façon manuelle en prod. Si vous avez besoin que quelqu'un ait cliqué quelque part, ben, retournez sur la table de travail, trouvez comment le faire. Il y a juste eu un hard stop qui a été mis. Fait qu'il a fallu qu'on s'adapte, qu'on évolue vraiment rapidement, mais ça a vraiment donné des bonnes choses. Ceux qui ne sont pas super familiers avec l'infrastructure as code, dans le fond, juste un mini exemple, une droplet, c'est un petit serveur web sur DigitalOcean. Dans AWS, c'est comme une EC2 ou une VM dans Azure. C'est juste un exemple de ressource. Puis les 2 carrés, le GIF et le petit bout de code, sont strictement équivalents. C'est la même chose des 2 côtés, c'est juste qu'il y en a un qui va être reproduisible, il y en a un qui va être descriptif, il y en a un que vous allez pouvoir partager avec vos collègues, tandis que l'autre, où est-ce que vous allez cliquer dans l'UI, il faut que vous le refassiez à chaque fois. Fait que si vous n'avez pas un serveur approvisionné, si vous en avez, je ne sais pas, moi, genre 500, ben on peut comme vite voir à quel point ça ne scale pas.
quand on a fait le switch, on a comme réalisé plusieurs avantages qui sont venus avec ça. Un des premiers, qui est comme honnêtement actuel pour aujourd'hui même, c'est qu'on s'est rendu compte que ça faisait quelque chose qui était vraiment comme reproductible dans le temps, puis qu'on pouvait revenir en arrière puis comprendre qu'est-ce qu'on avait fait. Ça amenait la symétrie, puis ça amenait aussi le point de vue comme reproductibilité. Donner un exemple, cette talk-là, on l'a faite l'an passé au premier cabane de Québec. Puis quand André est arrivé cette semaine pour voir si la démo fonctionnait encore, on n'avait aucune idée si ça marchait. On ne se souvenait pas à 100% comment elle marchait. Puis on se souvenait genre pas du tout des détails, sauf que, étant donné que ça avait comme été 100% automatisé versionné, on l'a juste essayé. Puis je pense qu'André était relativement surpris. J'ai juste fait genre « Oh shit, ça marche ». L'autre avantage, c'est que déployer, c'est pas vraiment le fun. C'est comme, vous êtes obligé de le faire pour amener votre code à vos clients, mais c'est pas ça que vous voulez faire de votre day-to-day. Genre, si vous pourriez vous passer cette étape-là complètement, puis juste arrêter au point que mon code compile, parfait, c'est terminé, je pense qu'on serait tous le plus heureux possible, mais c'est une étape qui est nécessaire pour arriver à nos fins. Fait que si on peut s'arranger pour que ça soit le plus painless possible, si on peut s'arranger pour que ça soit le plus rapide possible, ben tout le monde est juste comme, va être gagnant sur ce côté-là. L'autre truc, c'est question de partager le knowledge. La personne qui va juste dans le UI puis qui fait juste copier les valeurs puis cliquer à des endroits, toutes les corner cases, toutes les choses qu'il fallait qu'elle pense sont dans sa tête, sont nulle part d'autre, puis ses collègues n'ont pas pu bénéficier de ce qu'elle a découvert. La différence, si votre infrastructure devient comme votre code source, c'est que vous pouvez faire des choses comme des reviews. Vous pouvez aller voir c'est quoi que la personne a écrit dans le temps, il y a 2 ans, puis vous pouvez quand même comprendre ce qu'elle a fait. Il y a comme un niveau d'observabilité qui est vraiment plus intéressant. Puis, dernier avantage qu'il me tient particulièrement à cœur parce que ça vous permet de revenir en arrière quand vous faites une erreur. L'an passé, juste avant Noël, j'avais une tâche où est-ce qu'il fallait que je fasse le ménage d'un vieux microservice qui n'était plus utile. Il fallait juste que je prenne tout ce qui existait pour ce morceau-là puis je le mette aux poubelles parce qu'on n'en avait plus besoin. Sauf que je me suis comme planté. À place d'arracher le petit bout qui n'était plus utile, j'ai arraché 100% de toute l'infrastructure d'authentification de la plateforme. Fait que, il n'y a plus un service qui pouvait se parler entre eux autres, il n'y a plus un utilisateur qui pouvait se connecter, le QA ne pouvait plus valider les releases, il n'y a plus aucun dev qui pouvait vérifier que son code fonctionnait. J'avais essentiellement paralysé la R&D. C'était dans l'environnement de staging, c'était pas en prod. Fait que, mettons qu'on fait une échelle là, de genre « Ah, c'est pas grave, tu t'es trompé, c'est correct, puis va faire ton CV, trouve-toi un autre job. » J'étais comme yeah, « à peu près ici. » Fait que, si on avait été encore avec l'espèce d'attitude de téléphoniste, qu'on n'avait pas fait genre, cette évolution-là vers les principes DevOps, genre probablement que pendant le réveillon du jour de l'an, je serais encore à mon bureau en train d'essayer genre, de défuck up puis de revenir en arrière par rapport à ce que j'ai fait. Sauf que, juste pour montrer la puissance d'utiliser un outil comme Terraform, ça a pris à peu près une demi-heure. J'étais allé chercher le dernier change set qu'il avait appliqué, 2-3 commandes, faire un Terraform apply, restaurer un snapshot de BD. La plupart des gens ne sont même pas au courant que j'ai tout arraché le mercredi, comme juste avant les fêtes. Fait que, tu sais, je peux lister plein d'avantages, puis on peut donner plein d'exemples, mais vous ne comprendrez jamais à 100% à quel point votre outil est puissant que le jour qui va vous sauver le cul. Fait qu'on a parlé un peu. Infrastructure as code, c'est un concept, mais l'outil qu'on a décidé d'utiliser, ça s'appelle Terraform. Il y en a quelques-uns qui existent. Je sais qu'il y a Pulumi qui s'en vient relativement populaire, qui est dans le Cloud Native Foundation. Mais de loin, le leader du marché, c'est vraiment Terraform si vous faites n'importe quelle recherche sur ce type d'outil-là. Super rapidement, comment ça marche Terraform. Si on prend notre exemple d'avant, où est-ce qu'on fait juste décrire une droplet, Terraform, c'est quelque chose qui est déclaratif. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de faire de conditionnel, vous n'aurez pas besoin de faire de bug, vous n'aurez pas besoin d'expliquer à l'outil comment faire votre ressource. Vous avez juste à lui dire ce que vous voulez. Puis lui, l'outil, va faire la réconciliation entre c'est quoi que vous avez présentement puis c'est quoi que vous avez mis dans votre code que vous essayez d'avoir. Il va juste s'arranger pour que les deux matchent. Première étape, quand vous développez quelque chose puis qui est vraiment utile, c'est le concept de dry run. Vous pouvez toujours faire des itérations sur votre poste. Vous pouvez toujours demander à l'outil de vous montrer qu'est-ce qu'il s'apprête à faire. Donc, dans mon cas ici, j'ai seulement une ressource qui est une droplet. Donc, quand on fait la commande Terraform Plan, il fait juste me donner un espèce de petit résumé de qu'est-ce qu'il s'apprête à faire par rapport à la dernière fois. Ici, j'ai juste une ressource, mais vous pourriez en avoir 10 000, vous pourriez en avoir 100 000, vous pourriez en avoir 4.
Ça pourrait prendre 10 secondes faire votre dry run ou plusieurs jours, ce n'est pas important. Terraform va calculer l'ensemble de l'arbre des dépendances entre vos choses, puis il est capable de les appliquer en une étape séquentielle, même si vous avez des interdépendances, il va les appliquer dans le bon ordre. Une fois que vous avez validé votre dry run, que vous êtes confiant, que vous êtes prêt à aller live, c'est pas plus difficile que faire Terraform Apply. Donc, si je reviens à l'exemple où est-ce que j'ai rollback, l'erreur que j'avais faite dans le temps des fêtes, j'ai juste updaté sur le change set d'avant, j'ai fait un Terraform Apply. Un rollback, c'est tout simplement appliquer quelque chose qui est plus vieux dans le temps, étant donné que l'outil fait juste comme réconcilier les deux choses. Si vous retournez dans le temps sur un change set qui est avant, bien, il va vous réconcilier avec la version d'avant, ce qui est l'équivalent de défaire ce que vous aviez fait. Dernière commande, si vous êtes juste en train de jouer avec l'outil ou si vous avez juste fait une preuve de concept ou vous avez besoin d'un certain module ou d'un certain projet, cleaner toutes les ressources, c'est encore une fois juste une commande simple, Terraform Destroy. Celle-là, si vous la faites, checkez-la avant. Puis, pourquoi est-ce que c'est déclaratif? Pourquoi est-ce que c'est aussi simple et que vous n'avez pas à faire du code complexe? C'est parce que l'ensemble de la complexité qui c'est comment gérer la ressource que vous avez décrite est encapsulé dans ce qu'on va appeler un provider. Provider, c'est un petit broker qui fait le lien entre le core du framework de Terraform et le système externe que vous essayez d'automatiser. Un gros conseil, puis ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est de ne pas vous arrêter à juste votre cloud provider. Souvent, les gens ils vont juste dire « Ah oui, je fais l'infrastructure as code, mon AWS ou mon Azure se fait tout seul. » Mais après ça, c'est eux qui créent leur user sur leur BD, c'est eux autres qui créent, mettons, leur clé d'encryption, c'est eux autres qui vont configurer d'autres systèmes comme, je ne sais pas moi, genre Sentry, pageur d'outils, etc. Tous ces systèmes-là peuvent être gérés de la même façon. Fait qu'il ne faut vraiment pas comme se limiter à ce que vous pouvez faire côté automatisation. Puis, c'est à peu près ça. Je vais vous donner André qui va vous montrer un exemple comme plus concret de comment ça fonctionne cet outil-là. C'est quoi un provider? Puis si le provider n'existe pas pour le système que vous l'automatisez, comment vous pouvez en faire un vous-même? Pour ceux qui se demandaient c'est quoi je faisais dans ce stock-là, c'est ça. Good. Donc, d'habitude, je suis vraiment pas bon pour faire des démos. Fait qu'il faut vraiment prier les démos gods, là. Donc, on va faire quelque chose d'assez le fun. Je ne sais pas si vous connaissez les Pokémon. J'ai choisi mon audience. Hein. Il y a un site web qui s'appelle PokémonDB.net qui liste, en fait, là, c'est assez simple, c'est les Pokémon. Je vous ai parlé un peu de Coveo à la première présentation. Donc, j'ai fait un compte Coveo qui s'appelle Cabanio Do Not Delete, au cas où que quelqu'un passait par là, qui fait juste crawler, en fait, le site web des Pokémon. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que maintenant, dans mon cloud Coveo, si on va dans le Content Browser aussi, j'ai 813 Pokémon d'indexés. Je ne sais pas si c'est exactement le bon chiffre, là, je ne connais pas assez. Ça fait beaucoup de Pokémon. J'ai arrêté après les 150 premiers, là, je vous dis, quand tu check, là. Puis j'ai aussi là, ici DigitalOcean là, qui n'a absolument rien à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est que je veux déployer une page de recherche. Je veux déployer, en fait, notre page de recherche, qui est en fait juste un Docker qui roule Nginx avec un fichier HTML assez classique. Donc, si on regarde à quoi ça ressemble, j'ai justement mon fichier HTML ici. C'est juste des HTML, puis ça utilise, en fait, le framework de recherche de Coveo pour générer une belle page de recherche. Puis j'ai mon Docker, etc. Évidemment, je suis un peu lazy, fait que je ne veux pas faire ça à bras, là. Donc, j'ai créé un fichier Terraform. Ça a l'air compliqué peut-être comme ça, là, mais en fait, c'est super simple. Je commence par juste initialiser mon provider DigitalOcean. Donc, ça veut dire avec un token d'identification. Après ça, j'ai créé un projet. Donc, c'est juste un groupe de ressources que je vais appeler Cabane, juste pour me retrouver. Et si je scroll, je crée ici une droplet. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on va définir le type de ressource, on va lui donner un nom. Après ça, il est possible d'y passer des paramètres. Terraform, c'est vraiment juste déclaratif, donc ça ne va pas faire de la logique en tant que tel, mais c'est possible de faire de l'interpolation. Donc, on est capable, à la place de recoder le count, c'est-à-dire le nombre de droplets qu'on veut créer, bon, on peut aussi juste y créer une variable ici, puis c'est plus facile à changer par après. Même chose, si on est capable d'avoir un nom dynamique, supposons que je veux en créer 5, j'aimerais ça qu'il ne s'appelle pas tout Pokémon Search, j'aimerais ça qu'il s'appelle Pokémon Search-5 ou -3 ou peu importe. Puis c'est un peu ça. Je passe les détails, mais en fait, ce que ça va faire, c'est ici, j'ai un provisioner qui va juste, un coup que la machine est prête, ça va faire Docker Run.
de mon image ici de Pokémon Search. Puis hopefully, tout va fonctionner. Fait que faisons ça. Fait que si je regarde... non, 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 non. Yes. Je me suis pratiqué avant, by the way. J'ai ici mon UI de DigitalOcean. Donc, si je fais ici un Terraform plan, il faut juste s'assurer que ce qu'il va faire, on est vraiment certain. Donc, Terraform, ce qu'il me dit, c'est que... Terraform, ce qu'il me dit, c'est qu'il va créer une droplet de DigitalOcean. Il va créer un projet, puis il va aussi me créer une clé SSH pour que je puisse me connecter là, à ma droplet. Donc, on a toutes nos informations ici. Là, on peut voir que l'interpolation a fonctionné. C'est Pokémon Search 1, parce qu'il y a juste une machine. Puis aussi, il y a plein de fields computed. Ça veut juste dire que l'IPv4 de la machine, on ne sait pas encore, n'est pas encore créée. Fait que Terraform va la créer, puis après ça, va aller chercher l'information de DigitalOcean. Donc, on est confiant que tout ça, ça marche. Fait qu'on va faire un apply. Terraform va nous réafficher, en fait, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire, juste pour être vraiment, vraiment sûr. Et je vais cliquer sur oui. Donc là, tout de suite, on peut voir que le UI de DigitalOcean nous a répondu. Il y a une droplet qui est en train de se faire créer. Donc, je peux rafraîchir en même temps, là, juste pour... on devrait la voir. Et voilà. Elle est en train de se faire créer, donc elle est en train de se faire provisionner. Donc, je n'ai pas eu à cliquer, je n'ai pas eu à rien faire pour l'instant. Ça se crée. Si j'aurais voulu faire le old-fashioned way, je pouvais juste écrire create droplet. Mais comme je l'ai dit, c'est un petit peu lazy. Donc, ici, on a une IP qui a été sortie. Donc, la droplet a été créée. On essaie de se connecter pour justement faire notre Docker run. Là, hopefully, le network ne va pas me laisser tomber. D'habitude, c'est assez rapide. Non, j'en ai pas fait d'avance au cas où. Moi, j'y vais all-in. Connected. Et ça a crashé. Il y a un truc intéressant avec Docker que j'ai vraiment découvert avec cette démo-là. Le status code 125 qui veut dire absolument rien autre que la commande a failé. La beauté de Terraform, c'est que, justement, ce genre d'erreur-là, ça peut arriver. Puis là, ça, c'était la partie 2 de la démo, parce que d'habitude, ça n'arrive pas qu'il y ait juste une machine. Là. Mais Terraform sait que la ressource n'a pas été créée correctement. Mais on la voit, et dans DigitalOcean, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Fait que si je refais un apply, il va-tu essayer d'en créer une deuxième? Il va-tu... Qu'est-ce qu'il va faire, t'sais? Mais il s'est rendu compte que la droplet, elle a été créée. C'est juste qu'elle n'a pas été créée correctement. Ça veut dire qu'elle a été tainted. Là. Elle n'est pas correcte. Fait dans le fond, ce que l'apply va faire, c'est qu'il va force a new resource. Ça veut dire qu'elle n'est pas correcte, puis je ne peux pas le fixer là, à chaud comme ça. Là. On va la ditcher, puis on recommence. La clé SSH, pour elle, elle a déjà été créée, puis elle a fonctionné, donc on ne la revoit pas. Puis le projet, là, il reste à être créé encore. Fait que je vais le refaire yes, puis là, je vais espérer que ça ne va pas crash pas. Ben, je suis allé lire pour vrai pour Docker code 125. Là. Ça veut dire que le CLR de Docker en Golang a chié et il n'est pas capable de caller le daemon Docker. Puis si tu vois sur Stack Overflow, sur les solutions à ça, c'est juste du monde qui disent ça pète, puis le monde de Docker qui disent réessaye. Fait que c'est ça. Que je voulais vraiment le fixer pour la démo. Je ne veux pas qu'une démo qui ait une chance sur 3 de péter. Mais, ouais. Fait hopefully. Des questions? Fait que c'est un peu ça, un des avantages là, de Terraform qui est déclaratif, c'est que Terraform ne va pas juste réexécuter le code puis Mon Dieu, ça va tellement me... D'habitude, ça fonctionne, guys. Je vous jure, je vous jure. Mais je vais continuer. Je vais continuer. Mais en fait, ce que je pourrais faire... Ouais. Je vais le laisser rouler, puis je vais continuer la présentation. Puis, hopefully, c'est parce qu'on le regarde que c'est pour ça qu'il
ne fonctionne pas. Il est gêné, exactement. Qu'est-ce qu'on allait voir? C'était une page de recherche, tout simplement. Puis une page de recherche qui, malheureusement, ne fonctionnait pas. La raison étant toute bête, c'est qu'on a créé une page de recherche qui va se connecter au cloud de Coveo, mais on n'y a pas passé d'identifiant à cette page de recherche-là, il n'y a pas passé d'API key. Puis souvent, quand tu calls un API, ça prend à ce moment-là une API key, c'est la base de toutes les choses, mais étant encore voulant le terraformer au complet, bien, on ne veut pas nécessairement avoir à créer cette clé d'API-là manuellement. Donc, voyons qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer. Je vous l'ai dit que ça marchait des fois, guys. Fait que for future reference, je blâmais le Wi-Fi de l'hôtel. Donc, on peut voir que Terraform nous a retourné ici l'IP de mon application. Tout simplement. Je vais essayer de... Je ne peux pas le copy-paster comme tout le monde. En tout cas, c'est la même que celle-là ici. Non, c'est vrai. Refresh la page. On l'a recréé 2 fois, by the way. Hein, c'est pour ça que... Ah! Terraform avait raison. Une page de recherche qui ne fonctionne pas, qui me dit « You must provide credentials ». Donc, comment est-ce qu'on fait pour passer des credentials? Dans Coveo, on a un principe d'API key, là. Donc c'est assez simple. Donc, je pourrais créer une API key ici, faire add key, mais ça serait too much work. Present. Donc, il y a 4 phases, je dirais, dans la gestion du secret des applications, là. Il y a différentes méthodes de faire ça. Quand on arrive à l'école, on se dit, ben, il faut que je crée une API key, une API, excusez-moi. L'API prend une API key, je fais le call dans le code, l'API key va être dans le code. Ça marche, je veux dire, c'est quoi le problème, tu sais. Après ça, tu te dis, ben, c'est plate, il faut que je redéploie une version de mon application à chaque fois que je veux changer d'API key ou ben non, que mon API key expire ou je sais pas. Fait que je vais mettre dans un fichier de config. Encore une fois, le fichier de config, lui, il va vivre avec le code. Because. À un moment donné, on vieillit un peu, on se fait dire que c'est une mauvaise idée, là. Fait qu'on se dit, ben, on va le mettre dans variable d'environnement sur l'infrastructure. Fait qu'on se dit, la machine de production est sécuritaire. Donc, on va mettre une variable d'environnement sur la machine de production. Je vais déployer mon application. Elle va avoir accès à la variable d'environnement. Ça va être beau. Il n'y a rien de vraiment mauvais avec ça, mais ça a des limitations. L'autre step d'après, c'est vraiment d'utiliser un gestionnaire de secrets, en fait, là, comme HashiCorp Vault ou de AWS Secret Manager, qui vont s'occuper de faire de la rotation, qui vont s'occuper d'updater les clés, qui vont s'occuper de créer des utilisateurs aussi au besoin, on the fly pour vos applications. Là, il y a un problème. Je vous dis que mettre des secrets dans le code, c'était comme... Après ça, de les mettre dans l'infrastructure. Là, on vient de passer exactement 23 minutes à vous dire que mon infrastructure, maintenant, c'est rendu du code. Fait comment est-ce que je peux régler ce problème-là, en fait? Là? Parce que, tu sais, on est revenu au même point. Là. Je veux dire, j'ai mon fichier Terraform, je ne vais pas écrire mon API key dans le fichier Terraform, je le commit avec le reste. C'est juste secret dans le code with extra steps. Il y a différents types de secrets dans une application, là. Il y a des clés SSH là, qui permettent de vous connecter à différents systèmes. Tu peux avoir des comptes DB. Je veux dire, ta database est utile, mais il faut que tu écris un compte. Faites pas comme c'est Equifax récemment là, que ça a sorti qui utilisait admin pour la database. Non, faites pas ça. Donc, tu peux aussi, justement, tu peux l'automatiser, en fait, là, en faisant un create role David login, ça va te créer. Les clés d'encryption, même chose, là, avec OpenSSL, c'est assez simple. Des clés d'API, souvent, comme Coveo ou bien n'importe quel autre système, c'est possible de juste faire un call API, ça va te créer une clé d'API, ou ben non, tu vois via le UI, tu es capable de créer une clé d'API. Typiquement, il y a tout le temps un endpoint là, où est-ce que tu peux automatiser ça. Qu'est-ce que ça veut dire en Terraform? Donc, une clé SSH, bien, on peut la générer, en fait, avec un des providers Terraform, qui est le local exec, en fait, qui fait juste exécuter une commande sur ton poste. Fait que si tu veux générer une clé SSH on the fly, Terraform peut le faire. Comme utilisateur, il y a des providers MySQL, Postgres qui permettent de le faire. Fait qu'à la place de définir une droplet, tu peux dire, j'ai une droplet,
mais j'ai aussi un user de database. Puis par la suite, ben, je peux juste les linker ensemble avec l'interpolation. Fait que j'ai pas à copier les valeurs. Pour les clés d'encryption, comme les passwords hash, les salt et tout ça, on peut juste faire un random. Je veux dire, c'est une clé random. Fait que ça crée un random. Les clés API, par contre, ou les client secret là, pour le hot, c'est plus stuff un peu, parce que là, ça va dépendre du système. La façon que Coveo va créer ses clés d'API va différer de comment DigitalOcean crée ses clés d'API, comment est-ce que X, Y, Z système crée ses clés d'API. Fait comment est-ce que Terraform peut handler ça? Comme Maxime disait, toute cette magie-là, un peu, ben, elle vit à l'intérieur des providers Terraform. Puis évidemment, Terraform, c'est bien hot, Coveo ou les autres compagnies, mais Terraform ne connaît pas vraiment Coveo. Fait qu'ils n'ont pas créé de provider Coveo. Par contre, ils ont créé un framework pour faire des providers. Comme je mentionnais, Terraform, c'est fait en Go. Le provider, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est fait en Go. Certaines personnes ont une relationship love-hate avec Go. Je ne veux pas partir de débat. Mais pour l'utilisation de Terraform, ça fonctionne quand même très bien. Donc, comment est-ce qu'on crée un provider custom? En fait, c'est assez simple. On va tout simplement importer la librairie là, de Terraform. Puis, on est capable de créer à ce moment-là un provider, qui est juste un objet. Un provider va contenir certains types de ressources. Donc, ici, j'ai un provider qui contient une ressource map, qui est juste une map de ressources. Une ressource, c'est quoi? Dans notre exemple, c'était une droplet DigitalOcean. Là, c'est, je ne sais pas comment je l'ai appelé, c'est une ressource serveur. Donc, une ressource, ça peut faire 4 actions principalement, donc create, read, update, delete. Pour ceux qui ne sont pas super familiers avec Go, c'est juste une référence à une fonction ici. Puis, il y a un schéma. Le schéma, c'est un peu la structure de données associée à la ressource. Donc, on a vu avec les droplets qu'il y avait un ID, il y avait un nom, il y a une IPv4, il y a d'autres informations. Fait que c'est ici qu'on va définir ça ici. Comme je mentionnais, 4 grandes actions, c'est des fonctions. Donc, c'est assez simple. Je veux dire, quand tu calls un API, c'est juste de stitcher ensemble le state de Terraform avec le state de l'API. Puis Terraform est assez intelligent pour dire, avant de faire un update, je vais aller voir c'est quoi le statut de la ressource sur le serveur distant, s'assurer que je ne suis pas en train d'écraser quelque chose que je ne devrais pas. Là. On va essayer de planifier un provider Coveo. Le problème qu'on a en ce moment, c'est qu'on ne veut pas créer des PI keys manuellement. Dans Coveo, on a un principe d'organisation. Donc là, j'ai créé une organisation Cabanillo, qui est juste sur mon account Coveo. Dans un account Coveo, tu vas avoir des sources de documents, des utilisateurs de rapports, toutes sortes de choses, mais aussi, bien évidemment, des clés d'API. Donc, si on veut y aller simple, on pourrait dire, j'ai une organisation, j'ai aussi des clés d'API qui sont associées à une organisation, simplement. Ma clé d'API va avoir un nom, une description, une valeur et un set de permissions. Jusque-là, ça va? Pas trop, hein? Good. Demo time. Fait que là, ça a fini par marcher, mais on n'est vraiment pas satisfait du state parce que, anyway, ça ne marche pas. Puis là, on est juste en démo, fait que je fais un destroy. Fait que là, il va justement updater, il va dire, j'ai une droplet, un projet, puis une clé SSH, t'es-tu sûr? Absolument, je suis certain. Pendant que ça fait ça, on va aller voir. J'ai ici, justement, le provider Coveo qu'on a créé. C'est une version très simplifiée. J'ai ma ressource ici, Coveo API Key, qui est la même chose. Donc, j'ai une API Key, j'ai 4 actions et j'ai le schéma. Le schéma est un peu plus garni là, que dans l'exemple, mais c'est les mêmes affaires. Une description, display name, un ID d'organisation, une valeur. Terraform supporte d'avoir des données sensibles, donc justement, je peux dire que la valeur, l'actual string de l'API, est sensible, donc de ne pas l'afficher dans le rapport. Par la suite, c'est assez simple, là, les fonctions. Ici, c'est vraiment juste de stitcher le state de Terraform avec le state de nos API. Donc, j'ai un petit client là, que j'ai créé en Go pour Coveo qui fait juste des call rest. Là. Rien de super magique. Une fois rendu dans Terraform, donc ici, on avait un fichier DigitalOcean qui est notre base de données. On va modifier un peu notre commande. À la place de juste Docker Run, je vais faire Docker Run, puis je vais y passer une variable d'environnement. Ça prend vraiment une souris pour faire ça. Bam. Good. On
peux voir ici, il y a une petite partie, j'y passe une variable d'environnement qui s'appelle Coveo API Key. Puis avec ce blob de syntaxe-là, c'est un peu complexe pour rien, mais en fait, ça veut juste dire que donne-moi une Coveo API Key qui s'appelle l'application. Il peut y en avoir plusieurs, fait que donne-moi celle de count index. Donc, ça va juste remplacer ici. Donc, pour la première droplet, ça va donner la première API Key, et ainsi de suite. Où est-ce que c'est défini, cette affaire-là? C'est dans mon super fichier Coveo que j'avais tout commenté out. Donc, si ça veut dire simplement, j'ai mon provider Coveo, que j'initialise encore avec un credential qui est juste mon ordinateur. J'ai mon organisation, Cabanio Do Not Delete. Et j'ai mon API Key, qui reprend en fait aussi le nombre de count ici. Donc, ça matche le nombre de machines. J'y donne l'organisation ID et j'y donne aussi un nom. Fait que sauvegarde donc ça. Allons ici. Donc, tout a été détruit. On peut clear ça. Et Terraform plane. Et il va y avoir plus de choses. Alors, il va dire, j'ai encore une clé SSH, j'ai encore un projet, j'ai encore une droplet, et j'ai... Mon Dieu. Et j'ai... Oh, il ne veut plus. J'ai une clé d'API. ID computed, creation date computed, value computed, on ne sait pas encore, mais j'ai mon organization ID. Donc, on va apply, puis là, hopefully. Hein? Yes. Pendant que ça fait ça, on va aller voir Coveo. Ici, j'avais aucune API key. Là, si je rafraîchis, on peut voir que j'ai une API key qui a été créée par Maxime Coulombe. J'ai volé ses creds. Fait que j'ai pas eu à la créer manuellement. Puis on peut voir ici que la droplet est déjà créée, à vrai dire, 1 minute ago. Donc, ça, c'est génial. Non, la nouvelle est en train de se créer. Exactement. Puis, qu'est-ce qu'il va faire Terraform? C'est un coup que la droplet est créée. Quand il va faire le Docker run, il va aller chercher justement la valeur des API key qui a été créée, qu'on n'a pas vue. On ne sait pas encore c'est quoi la valeur. Elle a été cachée, abstraite par Terraform. Ça va le passer à mon Docker run. Puis là, après ça, on va avoir des Pokémon. Yes, ça a marché. On peut avoir ici mon IP. Je ne vais pas essayer de la recopier encore. C'est une nouvelle IP. On regarde, on rafraîchit. J'ai des Pokémon. Puis ceux qui sont vraiment là, crazy about Pokémon, j'ai 3 Pokémon de la génération 8. Fait qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que là, ma page de recherche, qui est vraiment sur un serveur distant, là, sur DigitalOcean, Coveo, on n'utilise pas DigitalOcean. Comment est-ce que ça connecte avec Coveo? Mais c'est vraiment, mon Docker a reçu à ce moment-là une clé d'API. Qu'est-ce qu'il a fait avec la clé d'API? C'est tout bête. Si je vais voir ici, j'ai mon petit fichier index. Ça rajoute un cookie, qui est le search token. Puis le search token, c'est un token JWT, pour ceux qui sont familiers, qui a été généré à partir d'un API de Coveo. Donc, avec mon API Key Master, qui ne doit pas leaker, qui est assez powerful, j'ai dit, hey, pour cet utilisateur-là, que je vais appeler Anonymous, crée-moi un token JWT qui est signé, qui est capable d'aller query Coveo. Puis je vais le mettre en token, en cookie. Fait que si on regarde, qu'est-ce que ça a donné? Ici, je fais un inspect element. Là, on est vraiment deep dans la démo. Network. Je vais faire un search. Je peux voir que j'ai un search qui part. Et que j'ai un bearer ici qui fait quand même assez long. Fait que je peux aller dans jwt.io. Je peux aller voir. Je peux aller voir que j'ai un cookie, un token qui a été généré avec la bonne organisation, avec mon Anonymous, qui a juste le droit d'exécuter des queries, rien d'autre, avec une expiration. Fait que ça fonctionne. C'est cool. Mais ça a été plus de travail de faire ça avec Terraform que de le faire à bras. Fait que qu'est-ce que, en fait, c'est quoi l'avantage? Ben, supposons que mon application de Pokémon là, est rendue vraiment populaire. Là. Pokémon Go, apparemment, il y a du monde qui joue encore à ça. On peut créer des Pokéstops. Ah, OK. Je ne joue pas à Pokémon Go. Mais mettons, justement, la Gen 8 là, est sortie, là, puis tout le monde veut aller sur mon search de Pokémon parce que ça fonctionne bien. Puis là, le product manager, il arrive, puis il dit ouais, il va falloir scaler au moins 5 machines pour ton application. Bon, je peux aller dans
Shell Ocean, je pourrais en créer 5 manuellement, mais après ça, je suis comme, ah man, il faut que je crée aussi 5 API keys différentes. Je pourrais réutiliser la même, mais s'il y a un de mes serveurs qui est compromis, j'aimerais ça que pas toutes mes clés soient leakées. Ça commence à être compliqué. La beauté d'avoir utilisé une variable pour le nombre de droplets, c'est que là, je viens de l'augmenter à 5. Fait que si je veux faire juste un Terraform plan, je vais faire un apply direct. Hein? On vit dangereusement. Là, il y a du stock. Là. Il s'est rendu compte qu'il il manquait des droplets. Fait qu'il a dit, je vais en créer 4 de plus, parce qu'il y en a déjà une. Je vais créer aussi beaucoup d'autres API keys avec des noms qui matchent. Donc, le count.index avec l'interpolation, à ce moment-là, va fonctionner. Donc, l'API key 3 va être associé avec la droplet 3. On est sur notre shop, on peut aller sur oui. On peut aller voir tout de suite dans Coveo, si on rafraîchit. J'ai maintenant 5 API keys qui ont été créés, toutes par Maxime Foulon, avec le timestamp, 5 minutes plus tard. Puis si on va dans Droplet, ici, si on rafraîchit, j'ai toutes mes machines qui sont en train de se faire provisionner une après l'autre. J'ai rien eu à faire autre que de changer un chiffre. C'est à ce moment-là de la démonstration que c'était supposé péter pour au moins une des machines. Fait que là, juste pour voir, on va voir combien est-ce qu'ils vont fonctionner et combien est-ce qu'ils ne marcheront pas. Là. Ils vont tous marcher. C'est sûr qu'ils vont tous marcher. À date, ça fonctionne. Là. Il y en a 3 qui ont Docker Run. Y a-t-il une quatrième? Y a-t-il une quatrième? Oh. Nope. Ah ah. Et voilà. Il y en a 2 qui n'ont pas fonctionné. Donc, pas besoin de refaire le talk de Terraform, s'en est rendu compte. Puis quand je vais refaire un apply, ben, il va dire, ben, ces 2 machines-là qui n'ont pas fonctionné, il faut que je les recrée. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc, il n'y a pas besoin de recréer les API keys. Eux autres, ils étaient corrects. On va repartir. En ce temps-là, je vais prendre une des machines ici qu'on vient de créer. Je ne me souviens plus c'est quel chiffre qui était bonne ou pas bonne. Fait que je vais toutes les essayer. C'était pas celle-là. C'était pas celle-là. Fait que j'ai pogné les 2 qui ne marchaient pas, en fait. Là. Yeah! Puis Terraform est en train de fixer qu'est-ce qui s'est mal passé. Fait que ça, on recap. Notre infrastructure est up and running. Quand Maxime disait justement, on ne savait pas si la démo fonctionne encore, en fait, c'est quand même vrai. Puis là, j'ai un petit peu de temps, fait que je vais peut-être vous raconter l'anecdote de la démo. Là. Tout ce que j'avais, en fait, sur mon poste, c'était ce repository-là. Puis j'étais comme, c'est quoi déjà la démo que j'ai faite? Parce que ce talk-là, on l'a fait à la première édition de Cabane. Puis là, on était comme, ah, la démo, man, elle marche encore? Je me souviens plus c'est quoi qu'on avait fait. Fait que finalement, j'ai juste... regardez pas, là. Il y a des secrets ici, qui sont sur mon poste. Je les ai updatés. J'ai fait Terraform Apply, Plan. J'avais un search de Pokémon qui marchait. Fait que, quand on dit un peu manger sa propre poutine, c'est ça? Non, c'est pas ça. Hein? Manger ta bouffe à chien. Manger ta bouffe à chien, c'est ça. Ben, ça nous a un peu sauvé pour la démo. Puis, j'ai pas eu à refaire une démo pour l'édition de Sherbrooke. Donc, j'étais très content pour ça. Ça sera pas long, je vais avoir... Sure. Ouais, je vais remettre les slides, là, ça sera pas long. Lâche pas. Bon, on vient de perdre le terminal Windows. Qu'est-ce que tu fais, man? Puis là, je suis dit pour changer de machine. Fait que ça a fonctionné. Puis Terraform, à ce moment-là, va nous donner les 5 IP de nos 5 machines, puis tout le monde est content. Question? On va en parler en même temps. Oui, petite question rapide. Dans le fond, j'ai vu que tu as ouvert ton fichier de variables. Je n'ai pas le temps de prendre une photo, là, mais
toutes les clés vont être expirées. C'est ça, dans le fond. là. C'est ça, je me demandais, dans le fond, concrètement, c'est quoi? C'est chaque provider, tu y passes, c'est quoi les credentials que tu utilises pour aller créer ou fetcher, dans le fond, parce que tu as des droits. Fait que, tu sais, je comprends que ton fichier il est portable, mais ça te prend tes sets de credentials de développeur pour chacun des services que tu utilises, dans le fond. Exact. Fait que là, j'ai un peu menti quand j'ai dit j'ai pas de secret dans le code. À vrai dire, oui et non. Ceux qui sont familiers avec le CLI d'AWS, vous avez une configuration que vous pouvez faire localement sur votre machine. Donc, le CLI, vous allez faire AWS CLI Configure, quelque chose comme ça. Puis, ça va à ce moment-là vous demander justement une clé d'accès, des choses comme ça, qui va stocker sur votre machine ou en variable d'environnement. Le provider Terraform d'AWS, lui, va juste aller lire cette information-là sur votre propre machine. Donc, si votre machine a vos creds de développeur, à ce moment-là, Terraform va appliquer les modifications en tant que vous dans vos creds de développeur. On peut faire aussi juste en variable d'environnement. Donc, supposons DigitalOcean, eux autres, le provider, il va aussi essayer de lire la variable d'environnement sur votre machine, qui est comme DigitalOcean Key, quelque chose comme ça. Puis, il va appliquer celle-là. Pour la démo, là, je les avais juste forcés là, dans le fichier, juste pour être sûr que je suis capable de les modifier au cas où que tout pète. La commande qu'on n'a pas montrée, mais qui existe, puis que c'est juste parce que c'était pas comme important pour le talk, c'est aussi genre, Terraform Init. Terraform Init, il va aller chercher tous les providers que tu as besoin dans ton projet, puis il va faire l'espèce d'handshake avec le système externe pour aller chercher un token valide pour une durée de période X qui va te permettre de communiquer avec. Puis, mettons une espèce de follow-up à ça, c'est qu'à un moment donné, quand on a créé le secret et l'API key, il a fallu qu'elle se retrouve comme quelque part un jour, là, elle ne flotte pas dans l'air. Dans Terraform, il y a une affaire qu'on appelle les state files. Les state files, c'est ça qui permet de réconcilier ton code avec le statut. Puis souvent, les credentials vont être dans le state file. C'est le seul endroit qui va avoir quelque chose de sensitive. Fait que tant que tu mets ça dans un endroit qui est comme encrypté, caché, avec des backups, puis que les développeurs ne peuvent pas aller lire, c'est safe, mais c'est sûr que c'est cet endroit-là qui va contenir vraiment comme le résultat de que tu vas créer qui est sensitive. Je me demandais, là, ça a l'air d'être vraiment conçu pour le cloud en tant que tel, mais est-ce qu'il y a moyen, parce que, par exemple, dans l'entreprise que je travaille, on a une application desktop qui parle à un service cloud qui est le nôtre quand même, mais elle parle à notre service cloud à nous autres. Fait que je me demandais s'il y avait moyen de faire quelque chose du même genre, mais qui fonctionnait à peu près la même affaire, mais sur desktop. Étant donné que le provider il a l'espèce d'attraction avec ton système, tant que lui est capable de parler avec, si c'est sur une application desktop puis il se passe sur la même machine en command line, ça va fonctionner pareil. Puis si ce n'est pas un système qui est aussi sur le web, mais qu'il y a quand même un API puis qui est disponible à travers ton intranet puis que tu peux communiquer avec par un réseau quelconque, ça va marcher pareil. C'est vraiment juste la logique de il faut juste que tu sois capable comme de le rejoindre. C'est ça qu'on voulait montrer un peu en faisant comme un provider custom, c'est que tu n'es pas obligé de prendre ce qui existe déjà sur le marché, puis tu n'es pas obligé de juste prendre les systèmes qui sont déclarés comme étant supportés. Il y a, à ma connaissance, il n'y a comme rien qui n'est pas automatisable. C'est ça comme la beauté de la chose. C'est ça aussi qui est vraiment important dans le principe DevOps, c'est que si vous automatisez juste 98% puis le 2% vous ne le faites pas, l'espèce de coût de faire cette petite entorse-là est gigantesque. Fait que d'aller l'espèce de step un peu plus loin pour vraiment arriver à du 100% d'automatisation, il vaut la peine. C'est pour ça qu'être capable de se débrouiller et d'écrire un provider pour un système qui est peut-être un peu moins connu ou un peu plus propriétaire, ça va vous permettre de faire ça et de briser le gap. Un petit exemple de ça, je vois, je suis en parler, là, on a un petit peu de temps. Hein. Justement. Je peux peut-être en parler, justement, vu qu'André dit qu'on a du temps. Coveo, on a des intégrations et des lignes de produits. Puis un de nos produits, c'est dans ServiceNow. Puis le développeur qui travaille sur ServiceNow pour déployer un nouveau package pour que l'application Coveo puisse booter dans l'écosystème, ça prenait à peu près 1h30. C'était vraiment comme long et pénible. Puis il fallait drag and dropper des fichiers HTML. C'est un système qu'on ne possède pas, qui est juste 100% externe, qu'on n'avait pas de knowledge des entrailles, qu'on n'avait pas comme de hook spécial, qu'on pouvait juste comme être un utilisateur quelconque. Puis quand on a reaché à ServiceNow pour voir s'il y avait de la documentation ou des recommandations sur comment automatiser l'intégration, en gros, ils nous ont dit, c'est dans la roadmap, on va peut-être avoir une bêta pour vous dans 2 ans. Fait que le développeur, il a dit, OK, non, no fucking way. Fait qu'il est arrivé, il a commencé à développer un provider. Ça lui a pris 2 semaines, puis il était rendu 100% intégré dans son CI/CD. Quand il mergeait une PR, ça prenait 6 minutes, puis ses affaires étaient live. On a contacté les gens de ServiceNow, on leur a dit, voici le provider open source pour votre truc. On a fait de la fondation à cette heure, comme, tu sais, voici un cadeau, là, parce que ça n'a pas de bon sens ce que vous nous demandez de faire. Puis on leur a fourni à eux, en à peu près
3 % du temps qu'ils nous avaient dit que ça allait leur prendre le faire eux avec tous les ressources qu'ils ont. Ici. Ouais. Nous, moi, j'utilise extrêmement beaucoup de Terraform partout. Puis un des problèmes qu'on a souvent, c'est que tu as des erreurs que ton provider, de façon statique, va pas être capable de catcher. Des erreurs de 400 qui vont te retourner d'Amazon. Fait que tu n'as comme pas le choix d'appeler ton infra pour savoir si ça marche vraiment. Mais là, ça devient chiant quand tu travailles à plusieurs parce que, comme ben là, tout appelle ton truc, mais là, quelqu'un travaille sur le même projet, il veut appeler son truc, ça défait ton affaire. Comment vous dealez avec ça à l'interne chez Coveo? Surtout que vous êtes pas mal plus que nous autres. J'ai une partie de la solution, tu compléteras. Là. Justement, le state file, c'est vraiment ce qui va contenir un peu l'état de ton infrastructure. Là, pour la démo, le state file, c'est un gros fichier JSON qui est localement sur ma machine. Par contre, Terraform supporte différents back-ends. Par back-end, je veux dire que le state file peut être stocké ailleurs que sur ta machine. Un des back-ends populaires, c'est S3, Amazon. Donc, avec tes creds, à ce moment-là, il va aller lire S3, il va aller chercher le state dans S3, il va comparer. Puis pendant que toi, tu es en train de faire une manipulation sur une organisation de dev, supposons, avec ton state file, c'est quand que tu fais apply, à ce moment-là, c'est possible de lock le state, puis dire, pendant que je fais mon apply, personne ne va modifier mon state. Puis si toi, dans 2 minutes, tu fais justement un autre apply, le state qui va aller clear, c'est le state de S3. À ce moment-là, il y a de la coordination comme ça qui peut être faite. Mais si tu es vraiment motivé, ben, tu peux toujours tout briser aussi, si tu veux. L'autre conseil que je peux te donner, c'est de segmenter ton projet. Fais plusieurs sous-modules, fais des mini-incréments. C'est pour ça qu'on déploie 10 fois par jour, c'est parce que quand on déploie, c'est un bug fixe. Fait qu'on n'empiète pas beaucoup sur les autres, puis on ne se pile pas sur les pieds. Dans le temps, quand on a voulu faire ça, il n'existait pas vraiment d'outils. Fait qu'on on a contribué à un projet open source qui s'appelle TerraGrunt, qui permet justement de regrouper ton infra en comme... Il y a comme une abstraction de projets et de différents sous-modules connectés avec des dépendances. Mais avec Terraform 0.12, je pense, ils ont introduit le concept de workspace. Fait que ça te permet aussi de, si tu ne veux pas écraser ce que ton collègue a fait à côté, tu fais juste switcher de workspace, tu refais from scratch, tu checkes tes changements, tu turn on ton workspace, puis après ça, tu le remets dans le workspace courant qui est vraiment ton projet en dev ou dans ton environnement qui fit. Fait que, petits incréments, briser les trucs en petits morceaux. L'infrastructure qui vient du code, ben, tous les principes que tu as appris pour faire du bon code, encapsulation, etc., là, ils vont tous s'appliquer. Tu peux tout réutiliser le knowledge, puis toutes les espèces de réflexes que tu as bâtis, puis faire une espèce de parallèle ou genre les appliquer de façon homologue. Fait que, on a un gros projet, puis on est loin d'avoir le plus gros projet, puis il n'y a pas de limite, selon moi, à ce que tu peux scaler. C'est juste qu'à un certain point, il va falloir que tu prennes des décisions d'architecture un peu comme méta pour que ça travaille bien. Oui, question ici. Je voulais savoir, c'était comment votre transition entre qu'est-ce que vous faisiez avant puis Terraform, parce que la question plus importante à ça, c'est, disons, on commence un projet. Normalement, quand on commence un projet, on veut juste se concentrer sur résoudre le problème du projet, puis là, si ça scale, puis tout, là, on veut... Tu ne veux pas commencer day one, puis là, je vais faire une infrastructure qui va scale à 1 million d'users. Si ce n'est pas ton projet, ça va être un flop. Fait que je veux juste savoir c'était comment votre transition à votre processus d'avant, puis utiliser Terraform. Est-ce que c'était fluide? Y avait-il des défis? Il y a toujours plein de défis, là, c'est sûr. Mais avec Terraform, présentement, dans la démo, tout était géré par Terraform au complet. Terraform, par contre, a un principe d'import. C'est-à-dire, supposons que tu as déjà une infrastructure, tu as déjà des EC2, tu as déjà une base de données. Là, tu dis, ben, il faut que je rajoute un nouveau service, il faut que je rajoute juste un nouvel EC2, quelque chose comme ça. Tu n'es pas obligé de tout reprendre from scratch. Tu peux dire à Terraform, hey, il existe déjà des ressources, je vais les importer dans mon fichier de state. Je n'aurai pas à les recréer, je n'aurai pas à les gérer avec Terraform. Par contre, ils vont exister. Puis les nouvelles que je vais créer, à ce moment-là, je vais les créer from scratch à partir de Terraform. Fait que ça te permet de, tranquillement, pas vite, migrer à ce moment-là. Si je peux rajouter aussi, c'est beaucoup plus simple de dire j'ai un nouveau projet qui s'en vient les prochains mois, je vais essayer l'outil pour voir si je l'aime, que de commencer à migrer les affaires complexes qui existent déjà. C'est de te bâtir une espèce d'expertise avec de quoi qui est peut-être interne, qui est in-house, au pire le faire en hackathon, pour comme être familier avant de gérer justement genre ton espèce de DB master de production qui a seulement tous tes clients. Fais pas ça step one. Fait que je te dirais, commence par dire tout ce qui est nouveau doit l'essayer. Puis c'est pas... Tu sais, vas-y par étapes.
Comme j'ai dit, tu peux genre splitter en sous-projets, tu peux splitter en sous-modules. Tu n'es pas obligé de faire tout one-shot, tu n'es pas obligé de convertir 100% de tes choses avant de recommencer à incrémenter puis à rajouter des trucs. Tu peux juste te dire, faire une espèce de coupure puis dire, puis c'est ça qu'on a fait. On a dit, le nouveau stock est automatique. L'ancien, on le gérera quand on aura du bandwidth puis qu'on saura ce qu'on fait. Autre question, un petit peu dans la même ligue là, que la question d'Emile tout à l'heure. Dans le fond, j'ai comme réalisé quand on a posé sa question qu'il n'y a pas vraiment de configuration centralisée ou d'état centralisé. Fait que vous gérez comment en production? Nous, on utilise plus SaltStack, là, qui est un petit peu équivalent, mais moins orienté provisioning. Mais en quelque part, il y a quelqu'un... Ça peut être serverless là, ou masterless, mais comment vous faites pour vous assurer qu'il n'y a pas justement 3 personnes qui poussent comme un state différent? C'est quoi votre stratégie? Il y a différentes stratégies. Là. Justement, notre state centralisé à ce moment-là, nous, on a des buckets S3 pour chacun des projets. Puis là, il y a un fichier de state unique pour la production. Évidemment, il n'y a personne là, chez Coveo, comme moi ou Max, qu'on va juste aller Terraform Apply en production. Comment est-ce qu'on déploie à ce moment-là? C'est le CI/CD, c'est automatisé. Fait que ça nous assure un peu, on a le contrôle de qu'est-ce qui applique des changements sur la production, puis à quel moment avec ça. Puis le state global, à ce moment-là, est géré dans S3 avec des locks. Donc, si par hasard, on l'a échappé, puis il y a deux jobs qui arrivent en même temps, ils ne vont pas essayer de modifier l'infra en même temps. Quand la première va s'exécuter, la deuxième va attendre, elle va savoir que le fichier de state qui est locké, puis il va faire genre, OK, ben, attends, je vais m'updater, je vais faire le delta encore des changements, puis je vais juste appliquer là, ce que j'ai besoin d'appliquer. Fait que s'il y a 2 jobs qui avaient besoin de la même base de données, de la nouvelle base de données, la première qui roule va la créer, la deuxième va dire, ben ma base de données existe déjà. Fait que no up, je continue. Je sais pas si ça répond à la question. Okay. Ouais, petite question. Vos environnements, comme staging, production, tantôt tu parlais de TerraGrund. C'est comment vous gérez ça, dans le sens que il y en a qui gèrent avec Git, il y en a qui vont carrément faire 2 workspaces différents. Vous autres, c'est comment? Chez Coveo, la façon que ça fonctionne, c'est que chaque environnement, c'est un account AWS qui est séparé. Puis on a buildé l'espèce d'attraction d'environnement dans TerraGrund. Donc, on a rajouté comme des flags de commande. Fait que, quand on déploie, mettons, moi personnellement, si je déploie en staging, là, je ne ferai pas Terraform, je vais faire TGF, apply, -var environnement égale QA. Puis là, en passant à l'environnement QA, il y a comme un filter qui va me fabriquer un contexte pour le bon environnement, le bon compte AWS, les bons templating de ressources, avant de faire le plan. Donc, il y a une espèce d'étape de bootstrap. C'est comme ça qu'on l'a géré à l'interne. Qu'est-ce que tu veux montrer? TerraGrund? Fait que, on a fait, nous, on peut-être un peu plus compliqué. Là, on a fait vraiment un petit wrapper qui s'appelle TGF, là, qui est juste un wrap autour du wrap qui est TerraGrund. Justement pour gérer ça avec le switch role Amazon. Je ne sais pas pour ceux qui sont familiers. Là. Donc, avec Makerez, je suis capable de me connecter à différents accounts AWS. Nos différents accounts AWS, à ce moment-là, représentent la dev, QA prod. On a aussi d'autres environnements là, de tests, là, où est-ce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut à l'intérieur. À ce moment-là, les Terraform, TerraGrund vont utiliser le bon switch role pour l'environnement, puis il sait où aller chercher la configuration S3 selon la compte. Donc. Puis ici, je peux rajouter TerraGrund TGF, c'est open source. Fait que si on peut avoir des contributeurs, qu'il y a des gens qui veulent l'essayer, qui veulent en parler, qui veulent savoir un peu qu'est-ce que ça mange pour commencer à nous aider à faire des features, on est super ouvert, là, ça serait vraiment le fun. Moi, je vais l'essayer, c'est sûr. Mais je me demandais, comme il y a des nouveaux features que HashiCorp a développés pour Enterprise, justement, là, qui sont centralisés au niveau du management du state et tout ça. Est-ce que ça vous intéresse de regarder ça? Puis est-ce que vous avez commencé à le regarder? Je pense que si on se levait demain matin et qu'on essaierait TerraGrund, on évaluerait la solution Enterprise. Quand on a fait le switch, ces choses-là n'existaient pas, comme les concepts de workspace. Il y a beaucoup de choses, même juste les logs de statefile, que c'est rendu built-in. Ça, on n'avait pas ça, fait qu'il a fallu qu'on le fasse pour justement pas wiper la prod par erreur. Fait que demain matin, on checkait Enterprise. Au moment où on a fait le switch, ça faisait plus de sens de se bâtir des protections in-house autour.